Permettez-moi de vous montrer ce qu'a rapporté le New York Post. Il affirme que la précision inquiétante des missiles iraniens suscite des craintes. Des adversaires aideraient Téhéran à viser des soldats américains et des sites de la CIA. Et Reuters a publié un article. Voici ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est le principal élément qui a conduit les analystes du renseignement à se pencher sur cette question. Mais n'oublions pas non plus que l'Iran et la Russie coopèrent sur les drones et les technologies de drones depuis au moins 2 ou 3 ans. La Russie a acheté le drone iranien Shahed 136, puis a commencé à fabriquer sa propre version. Les Russes l'ont amélioré en y intégrant un système de guidage qu'ils ont eux-mêmes conçu. La question est de savoir si oui ou non, du moins c'est l'une des questions soulevées, il existe des éléments prouvant qu'ils ont fourni ce système de guidage à l'Iran. À ce stade, il n'y a aucune preuve. Mais nos sources nous indiquent que la Russie a bien apporté des améliorations technologiques aux drones utilisés contre l'ambassade des États-Unis à Riyad, en Arabie Saoudite. Ils ont contribué à la FAP de précision qui seized l'antenne de la CIA à l'intérieur de l'ambassade. Juste une précision technique. Vous savez, on parlait de prononciation avant de passer à l'antenne, mais il a mentionné Shahed. Le nom, la prononciation correcte en persan, c'est Shahed. Shahed, ça veut dire témoin, tandis que Shahid en persan veut dire martyr. Larry, allez-y, donnez-nous votre lecture de ce qui s'est passé. Larry, go ahead and your understanding of what has happened. Bon, pourquoi cette histoire sort-elle maintenant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que l'attaque contre le poste de la CIA a été rapportée il y a 4 putains de mois. Sans blague. Et alors, la Russie et la Chine apportent leur soutien à l'Iran. Quel sera leur prochain titre? Le soleil se lève à l'est. Oh mon Dieu, vous avez vu cette sphère jaune qui s'est levée au-dessus de l'horizon? Ou, vous savez, un chien poursuit une voiture. Donc moi, je vois ça comme, j'appellerais ça de la propagande. Pas que ce ne soit pas vrai. Je pense que c'est absolument... Vous savez, si quelqu'un est surpris que la Chine et la Russie aident l'Iran, fournissent du renseignement à l'Iran, lui livrent du matériel militaire, lui donnent des conseils, ce sont des idiots. Évidemment qu'elles le font. Exactement comme ils le font pour l'Ukraine depuis, vous savez, plus de 4 ans. Enfin, vous voyez. Donc quand je vois une histoire comme ça, je reviens toujours à la même question. Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Et la seule conclusion à laquelle j'arrive, premièrement, c'est que ça reflète une panique grandissante en Occident et qu'ils doivent poursuivre cet effort visant à, je cite, diaboliser la Russie à tout prix. Or, en réalité, les Chinois ont fourni aux Ukrainiens leur système Beidou, et Beidou a joué un rôle déterminant. Vous voulez dire les Iraniens. Je veux dire, les Chinois ont fourni aux Iraniens, oui, le système Beidou, qui les affranchit du GPS afin d'améliorer la précision du ciblage de leurs armes. J'ai aussi reçu confirmation hier. Je le supposais, mais je n'avais aucune confirmation. Hier, j'ai eu confirmation. La Chine fournit bel et bien certaines de ses propres armes aux Iraniens, afin qu'elles soient testées en conditions de combat. Vous savez, c'est une chose de développer un système d'armes et de dire « Oh, c'est un missile hypersonique qui fait X, Y et Z », et nous l'avons testé avec succès sur un champ de tir. D'accord, mettons-le dans un environnement de combat pour voir s'il fonctionne de la même manière face aux États-Unis. Donc, vous savez, la Chine fait ça. Et d'après ce que je comprends, elle a même fourni des armements plus avancés qui n'ont pas encore fait leur début sur le champ de bataille. Carl. Je suis d'accord avec Larry à 100%. C'est extraordinairement hypocrite de notre part de prétendre que la Russie fournit des choses à l'Iran, je dirais presque n'importe quel équipement de guerre,
en l'occurrence, alors que nous déversons nous-mêmes des choses sur Zelensky et sur l'Ukraine. Bien sûr, cela fait partie d'une campagne de guerre psychologique que nous menons l'un contre l'autre. Les Européens s'y associent, parfois de manière indépendante, parfois avec nous. Et nous mentons tous les deux en permanence à nos publics respectifs. Et ce genre de choses fait partie de la campagne. Mais comme Larry l'a dit, c'est vraiment dilatoire. Si c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est nul. Je dirais qu'il y a aussi un élément plus important ici. C'est que nous forçons en quelque sorte cette alliance entre ces immenses masses continentales que sont la Chine et la Russie. Et je dois dire que tôt ou tard, le sous-continent va entrer dans cette dynamique. Je ne vois pas comment l'Inde pourrait supporter cela. Elle va finir par devoir se jeter dans la bataille. Peut-être qu'elle ne le fera pas à cause du Pakistan, qui est soudainement redevenu très proche de la Chine. Mais malgré tout, je pense que cela sera mis de côté et nous aurons une puissance continentale probablement sans précédent dans l'histoire du monde. Et nous allons devoir nous y confronter. C'est ce qui nous attend, indépendamment de la campagne de guerre psychologique, et ainsi de suite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Larry connaît Dennis. Dennis Speed est en quelque sorte l'officier des opérations de ce groupe Larouche, aux côtés duquel Larry interviendra plus tard et avec lequel je suis déjà intervenu auparavant. La note qu'il envoie avant certaines de ces réunions constitue une sorte de synthèse stratégique, opérationnelle et tactique de la situation mondiale, ou du moins des points du monde qui semblent les plus importants en ce moment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça va de Lavrov et Rubio qui se rencontrent aux Philippines, et la seule chose dont ils parlent sur laquelle ils sont d'accord, Rubio lui explique pourquoi l'Alaska n'est pas respecté. Eh bien, à votre avis, la raison pour laquelle ce n'est pas respecté, c'est Zelensky. Enfin, très clairement, il dit que Zelensky n'a pas accepté, donc on annule tout. Et la seule chose sur laquelle ils sont d'accord pendant toute cette rencontre, selon Dennis, et je pense qu'il a probablement raison, c'est le programme spatial. C'est apparemment le seul point commun que les Russes et nous ayons aujourd'hui dans notre relation. C'est tout simplement traumatisant. C'est désastreux. Trump avait promis que nous aurions de meilleures relations avec Moscou, avec tout ce que cela impliquait. Il n'a rien fait du tout. Au lieu de ça, il laisse les choses suivre leur cours en pilote automatique et il donne probablement un petit coup au pilote automatique de temps en temps pour continuer à approvisionner ce brigand, ce nazi, ce type nommé Zelensky en Ukraine avec tout ce que cela comporte et implique. C'est très grave ce qui se passe et nous ne semblons pas avoir conscience que c'est grave. Nous ne semblons pas non plus avoir conscience que cela aura probablement des répercussions vraiment dangereuses dans un avenir très proche. Je pense que Poutine va bientôt prendre la décision de frapper un moyen de l'OTAN clairement identifiable comme tel. Ce qui veut dire que ce sera probablement en dehors des frontières de l'Ukraine, dans un pays de l'OTAN. Et là, les jeux seront faits. On verra ce que Trump fera dans cette situation. Il sera fidèle à lui-même, incohérent comme d'habitude. Mais si vous lisez ce résumé publié par Dennis, on passe de tout ça à un programme alimentaire mondial qui n'a plus de nourriture. Et on arrive au West Texas Intermediate et au Brent, qui pourraient probablement dépasser les 130-140 $ si on continue dans cette direction. Et en particulier si la Chine décide de reconstituer d'un seul coup, pour ainsi dire, ses réserves stratégiques de pétrole. Et quand on regarde certaines des autres choses qui se passent à travers le monde à cause de ça, il y a des effets de deuxième, de troisième et de quatrième ordre liés à ce que Trump, pas Biden. Il ne peut plus se tirer d'affaire avec cet argument. C'est la guerre de Trump. C'est la guerre de Trump et de Bibi.
Et regardez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas abordé très en détail dans le résumé de Dennis, mais c'est évoqué dans les journaux ce matin, notamment Haaretz et d'autres journaux israéliens qui commencent maintenant à se réveiller. Israël est en train de vivre quasiment une guerre civile au sein de sa population. Non seulement ils tuent des gens dans les rues à un niveau sans précédent, non seulement ils tuent désormais des gens en Cisjordanie à un niveau sans précédent, et bien sûr ils continuent à Gaza, mais ils connaissent des troubles majeurs dans leur propre pays. Et ce n'est pas si grand que ça. Et ils tuent des gens dans les rues. Ils arrêtent des gens sans aucune raison. Ils tuent des gens. Le gouvernement essaie de s'accrocher jusqu'aux élections qui approchent. Israël est en train de devenir un cas désespéré. Et tout cela se produit alors que, selon mon estimation, environ 320 millions d'Américains sur 340 millions n'en ont pas la moindre putain d'idée. 320 million out of 340 million Americans not having a damn clue. Ça montre peut-être pourquoi Smotrich a dit, il y a 2 jours, qu'il ne voulait pas faire partie de la guerre. Oui. Enfin, regardez cet environnement où les cibles abondent. C'est incroyable. Je pense que nous avons actuellement là-bas la plupart de nos avions ravitailleurs sur les aires de trafic israéliennes et le béton israélien. Eh bien, une autre raison pour laquelle je pense qu'il a dit ça, peut-être pas directement, c'est que pendant les 45 premiers jours d'Epic Fury, l'Iran a infligé des dégâts importants aux 2 raffineries de pétrole cruciales, l'une à Ashdod, l'autre la plus grande à Haïfa. Et ces 2 raffineries produisent tout le diesel et le carburant aviation d'Israël. Ils n'ont pas d'autres raffineries. Et je pense qu'Israël, les autorités israéliennes, comprennent que si ça repart de plus belle, l'Iran est bien placé pour les mettre complètement hors service. Ces missiles, encore une fois, sont guidés par le système chinois Beidou. Ils les frapperont et les détruiront. Alors Israël est foutu, parce qu'ils n'ont pas de réserve de carburant, aviation, ni de diesel. Et donc, s'il n'y a plus de carburant, aviation, ni de diesel, ça veut dire que vous ne faites plus voler d'avions de combat et que vous ne faites plus rouler de chars ni d'autres véhicules militaires. C'est pour ça que je pense qu'ils ont essayé en quelque sorte. Enfin, certains responsables israéliens tiennent parfois des propos très durs sur le fait qu'ils vont, vous savez, aller botter les fesses de l'Iran. Mais, pour l'essentiel, ils ont essayé de dire « Est-ce qu'on peut rester en dehors de ça ?» Et ils ne vont pas pouvoir rester en dehors, surtout si la frappe qui doit avoir lieu aujourd'hui. Et je m'attends à ce qu'elle soit massive, vous savez, celle dont Trump parle toute la semaine, en disant qu'il va déchaîner les portes de l'enfer, etc. Si cette frappe a lieu, la riposte de l'Iran sera tout aussi massive et tout aussi dévastatrice. Donc, même si j'ai vu, au cours de la dernière demi-heure, des informations selon lesquelles des bombardiers B-1 avaient déjà décollé, je m'attends à ce que les bombardements, les attaques, ne commencent vraiment qu'après la fermeture de la bourse. Oui, et pour souligner encore davantage le point de Larry, si ce que me disent Gary et les autres gens du secteur pétrolier avec qui je parle assez souvent est exact, les Israéliens, lorsqu'ils lancent ces prétendues frappes de 100 d'avions, pour ainsi dire à longue ou à courte distance, brûlent essentiellement entre 300 000 et 500 000 gallons de JP4, de JP5 et de JP8, c'est-à-dire du carburant pour avions à réaction. La dernière fois qu'ils ont opéré à courte distance, nous avons dû fournir environ 300 000 de ces gallons. C'était un contrat avec ExxonMobil, je crois, et le carburant est arrivé par bateau. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez soutenir quand vous-même brûlez ce carburant à un rythme astronomique. Et je prédis
comme la plupart des gens à qui je parle, que vous allez très bientôt avoir de vrais problèmes avec votre propre carburant, et vous n'allez pas pouvoir y remédier, en tout cas pas très vite. Donc nous ne consommons pas seulement des munitions, nous consommons aussi du carburant pour avions à un rythme alarmant. Et Israël, s'il relance ses attaques aériennes, va encore aggraver cela. Rien de tout cela ne s'annonce bien sur le plan logistique, sans même parler du plan opérationnel. Larry, here is the Oui. Larry, voilà le déplacement des avions de chasse hier. Voici la vidéo. Tous ces avions de chasse qui vont vers l'Iran et qui frappent certaines cibles dans le sud et l'ouest de l'Iran, ils viennent, je ne sais pas, pour la plupart d'Allemagne, certains de plus loin encore. I don't know, basically most of them from Germany, some of them beyond Germany. You see the Eh bien, d'après ce que je comprends, ce sont des avions C-17 qui ne sont pas des avions de combat. Ils transportent du matériel, du personnel. Certains étaient aussi, j'en suis sûr, des vols d'évacuation médicale. Vous avez regardé ceux qui entraient et sortaient de Jordanie. Donc, ils transportaient des blessés. C'est bien ça? Oui, je suis d'accord avec Larry là-dessus. Je n'arrive pas à imaginer que ces pays autorisent de manière générale le survol de leur territoire par des avions américains allant mener des attaques. Peut-être que certains le feraient. Peut-être la Bulgarie, sous son gouvernement actuel, qui défie sa population et fait certaines des choses qu'il fait. Mais que ce soit au départ de Ramstein, de Lakenheath ou d'ailleurs, je n'arrive pas à imaginer qu'ils accepteraient volontiers le survol d'avions armés. Peut-être que si. Je veux dire, l'OTAN a montré qu'elle pouvait être aussi stupide que n'importe qui d'autre. Colonel, ils ont envoyé des bombardiers B-1 depuis le Royaume-Uni vers la région. En ce qui concerne leur capacité, Larry a dit que ce soir, ils allaient peut-être attaquer l'Iran de manière massive. Comment voyez-vous la combinaison avec les bombardiers B-1? Je n'ai jamais entendu dire que des B-2 ou des B-52 en faisaient partie. J'imagine qu'ils ont ces avions de chasse ou ces chasseurs dans la région. Mais envoyer ces bombardiers B-1, quelles sont les options? Comment faut-il le comprendre? Parce qu'à ma connaissance, ils ne sont pas aussi influents que les B-2 et les B-52. C'est une question intéressante. La dernière fois que j'ai été très directement informé de l'emploi des B-1, c'était en Irak, lors de la première guerre en 1990. Et là-bas, on a utilisé les B-1 d'une manière pour laquelle ils n'avaient absolument pas été prévus, à part leur radar de suivi de terrain et leur capacité à voler à basse altitude. Un pilote m'a dit que, quand on le pilote, il ne faut pas regarder vers le haut, parce que si vous le faites, vous vous chiez dessus, tellement c'est effrayant. Grâce à cette capacité à basse altitude, ils pouvaient utiliser leurs instruments de bord et repérer très facilement les chars irakiens grâce à leur signature thermique. Les Irakiens ont donc très vite appris à ne pas rester dans leurs chars lorsqu'ils étaient dans des emplacements fortifiés ou ailleurs. C'était une utilisation inhabituelle du B-1. Le B-1 avait été conçu pour faire ça à basse altitude, avec le TFR, pénétrer en Union soviétique et larguer des bombes ou autre chose, y compris des bombes nucléaires. Je ne sais pas à quoi ils vont les utiliser ici. Je n'imagine pas qu'ils vont faire du TFR. J'imagine qu'ils vont larguer leurs bombes depuis l'altitude, comme les B-52 vont le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On largue des bombes planantes. On largue des munitions guidées, des JDAM. Qu'est-ce qu'on largue? Des munitions de précision ou simplement des bombes classiques? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, à moins d'avoir des renseignements de ciblage extrêmement précis et de viser autre chose que ce qu'ils ont visé jusqu'ici, c'est-à-dire essentiellement des cibles relevant de crimes de guerre.
Si vous vous attaquez à des infrastructures civiles et à ce genre de choses, alors d'accord, très bien. Sauf que pour moi, et pour la plupart des gens dans le monde aujourd'hui, c'est un crime de guerre. Donc je ne sais pas ce que nous faisons. Je n'en ai aucune idée. Si ce n'est essayer de faire ce que Trump a dit et ce que Hegseth a déclaré au Congrès, tout anéantir en Iran jusqu'à ce qu'ils se rendent. Obliterate everything that's in Iran until they surrender.